s'il y a une formulation générale dans les résistances affectives et dans le rapport attachement-cruauté, c'est que tu présentes à la fois la cruauté comme travail pour défaire des attachements, oui. Avec l'idée que l'attachement, d'une certaine façon, précède et doit être défait, oui. Mais aussi que l'attachement résiste à la cruauté, est une manière de persister, comme tu disais, et pas seulement de résister. Bon, ça c'est le schéma général. Mais il y a au moins deux complications, me semble-t-il. La première complication, c'est ce que montre très bien le premier chapitre de ton livre, c'est que certains objets peuvent être des objets de cruauté ou des objets d'attachement selon les contextes. Ce que tu fais du voile notamment, le voile en Iran, le voile en France, c'est pas la même chose, et le même objet va pouvoir s'investir dans des politiques de cruauté ou dans des politiques d'attachement, de résistance ou de persistance. Première complication. Deuxième complication, que tu ne traites peut-être pas, mais auquel ton livre m'a fait penser, c'est que il y a aussi la cruauté, c'est pas seulement une désensibilisation, mais c'est aussi une politique qui peut créer de l'attachement. La puissance, une des puissances du Trumpisme, c'est de réussir à créer une communauté, et une communauté d'attachement autour de la jouissance de la cruauté. C'est ce qu'il a déjà dans The Apprentice, dans son émission de télé-réalité, où les gens jouissent du fait que lui va dire « vous êtes renvoyé, you're fired », mais qu'il a développé, et les politiques d'immigration trumpistes, qui sont hélas toujours les politiques les plus populaires dans la base MAGA aujourd'hui, c'est de créer de l'attachement par le spectacle de la cruauté, ce qui évidemment complique un petit peu, enfin ne questionne pas, mais ajoute un nœud supplémentaire au rapport entre attachement et cruauté. Oui, alors je pense que je pense que le livre en fait a un rapport non dialectique à la question de l'attachement et de la cruauté, dans le sens où il ne s'agit pas uniquement il n'y a pas que l'attachement et la cruauté. Au départ, je pars des soulèvements. Et dans les soulèvements, et c'est quelque chose d'un petit peu, c'est comme si le plan du livre était presque, c'était une narration, ça suivait un déroulement, parce que je pars de la question du soulèvement et du fait que les émotions ont une puissance de mobilisation politique. Face à ces soulèvements font face à des contre-révolutions, à des contre-révoltes. Elles sont réprimées par des politiques de cruauté. Et donc, à ce moment-là, quand elles... et souvent, ces soulèvements, c'est ce que je voulais dire, répondent aussi. Peuvent répondre, des façons de répondre à des politiques de cruauté. Mais à ce moment-là, la question des attachements est absolument importante, parce que, en effet, c'est ce qui permet de résister, c'est ce qui permet de voir comment est-ce qu'on utilise ce qui est déjà là pour, en effet, persister. C'est ce qui permet de comprendre simplement que ce qui nous paraît hors du champ du politique, en fait, est à l'intérieur du champ du politique. C'est une autre façon de dire que voilà, tout est politique, mais c'est parce que on peut avoir moi je me souviens d'amis iraniens qui suite au massacre des 8 et 9 janvier m'ont dit mais le fait d'avoir lu Résistance affective, en fait je me rends compte que notre façon qu'on a de pleurer ensemble autour des morts de ces massacres, ou de faire circuler toutes ces vidéos des familles qui dansent sur les tombes des personnes qui ont été tuées, parce que en fait ça c'est quelque chose autour duquel je travaille beaucoup dans le livre. Enfin, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans le livre. C'est la question du deuil aussi, comme puissance politique des émotions collectives. Et donc ils me disent, mais là, on n'aurait pas vu ça forcément comme une forme de résistance. On n'aurait pas eu l'impression d'être dans quelque chose qui était de l'ordre de notre riposte à ce qu'on est en train de vivre. Mais en fait, on se rend compte que si. En fait, et donc, je pense que l'apport principal ou l'ambition principale de ce livre, c'est simplement de
de dire que y a toute une série de choses qui sont de pratiques qui sont déjà là, qu'on fait, mais simplement, ce ne sont pas de la pure lamentation. Il ne nous reste que nos yeux pour pleurer parce que finalement, on peut plus investir le politique. C'est pas vrai. En fait, on est en train de résister quand on fait ça. Et donc là, on voit bien en quoi est-ce que il est très important d'arriver à élargir le périmètre. Notamment en intégrant la question des attachements et des affects, d'élargir le périmètre du politique, parce que, comme tu le disais, le fascisme, lui, l'élargit déjà. Et donc ça c'est bien un petit peu le malentendu qui fait que la définition du politique dans l'espace démocratique libéral et la définition du politique en fascisme n'est pas la même. Et de là il y a une longueur d'avance. Et donc si je vais, c'est plutôt, ça fonctionne plutôt comme un cercle finalement que comme une dialectique, parce que finalement, en effet, quand ces politiques de la cruauté, en nous gouvernant à travers nos vies affectives, ont réussi à s'imposer par la force et par cet exercice de la violence qui est trilatéral, on le rappelle, eh bien, il y a ce gouvernement par les affects. Il y a ce gouvernement par les affects qui était là au début, au moment des soulèvements, la puissance de mobilisation des affects, et qui est là aussi, comme tu le dis dans le Trumpisme, et qui vient aussi se saisir des eaux stagnantes des vies affectives laissées en jachère par une vision politique et démocratique du sujet qui ne les voit pas, les affects. Et donc en ce sens-là, et je le cite à un moment dans le livre, moi je suis assez convaincue par le travail que fait William Reich entre 1933 et 1936, quand en s'appuyant sur un travail clinique assez large au sein de la société autrichienne et allemande durant la montée du nazisme, il écrit ce livre La vie psychique du nazisme, où il essaye de saisir comment est-ce que, enfin, d'abord cette question assez fondamentale de comment un projet politique qui a pour passion l'ordre et la mise au pas peut être porté comme projet de contestation de l'ordre. Comment est-ce que ça peut être présenté comme une émotion? Comment le fascisme peut devenir une émotion révolutionnaire? Et je pense que ça, c'est une question qui est en amont du sadisme, mais c'est une question qui est extrêmement importante pour nous aujourd'hui. Et c'est ça l'urgence de... C'est ce qui, moi, m'a poussé à écrire le livre si vite, en utilisant tout ce que j'avais sous la main, en ne sachant même pas moi-même très bien où j'allais, mais avec une urgence de dire quelque chose qui parfois rencontre l'urgence d'entendre quelque chose chez les lecteurs. Et donc là, on voit qu'on est en train de se dire des choses sans pour autant pouvoir, je peux pas avoir de position de surplomb par rapport à ce que j'ai écrit parce que je le maîtrise pas tout à fait, parce que en effet il y avait un investissement émotionnel énorme aussi. J'avais vraiment l'impression d'écrire, d'essayer de participer à une lutte collective contre la montée du Front National, voilà, en France, quoi. C'était très précisément dans cette séquence-là que j'ai écrit ce livre-là. Et donc, du coup, on voit comment est-ce que ces émotions fascistes dont tu parles, pour moi, ce n'est pas tant la question des attachements que, en effet, la question de la stagnation, des eaux stagnantes, de ce qui n'est pas pris en compte, de la vie affective qui n'est pas prise en compte dans nos définitions du politique. Mais ce que tu racontes, c'est des résistances, parce que c'est aujourd'hui, mais le point de départ, c'est les soulèvements. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moment. Cette théorie féministe, c'est la théorie d'aujourd'hui. Et c'est ce que tu dis sur l'urgence de cette intervention. Oui, c'est un moment, le soulèvement, et à un moment, j'y pense j'en parle dans le chapitre 4, qui s'appelle Contre-archives, à partir de la révolution iranienne, c'est la question de l'événement. C'est-à-dire que comment est-ce que on arrive à accompagner ce qui est en train de se produire en laissant ouvert le moment, en ayant conscience du fait que c'est un laboratoire où s'inventent des choses en situation, tout comme dans la rue en situation en Iran, s'inventent des gestes politiques.
comment et par où se produisent ces formes d'invention collective, parce qu'en fait, on essaye de trouver nos voies et on essaye de trouver des ripostes et de répondre, mais c'est vraiment une question d'intelligence collective. Et cette intelligence collective, c'est ce qu'a eu la société iranienne pendant si longtemps, et c'est ce qui rend si passionnant d'étudier le rapport entre société et État, au-delà du tragique de la violence. Et c'est très exactement ce qui a été brisé et trahi, instrumentalisé de façon extrêmement obscène par le projet de Trump, dans lequel a joué aussi Reza Pahlavi, c'est-à-dire le fait de dire aux Iraniens, vous descendez dans la rue, on arrive, ou le fait de dire aux Iraniens, vous êtes les maîtres de votre destin, on va bombarder, puis ensuite il va falloir que vous soyez les maîtres de votre destin, tout en bombardant une école le jour même où on dit ça, pour bien montrer qu'en fait non, la guerre est sale et non, vous ne maîtrisez rien. Eh bien, là, on est en train de briser cette intelligence collective très fine avec laquelle la société iranienne a toujours réussi à trouver des formes de riposte qui lui permettaient de rester en dessous du seuil où il s'exposait à une violence destructrice. Et donc, c'est ces formes de fonctionnement-là qui, par une pratique de l'attention qui, elle, est féministe, les formes de fonctionnement, ils ne sont pas féministes, ils sont juste humains. Mais la pratique de l'attention, ça oui. Je pense que c'est un legs féministe et ça permet d'entendre ce qui est en train de se jouer là dans l'événement. Et alors forcément, si on veut essayer de faire de la prospection ou si on veut essayer de décider qui sera le vainqueur de cette lutte, déjà on loupe on peut plus entendre la moitié de ce qui est en train de se passer sur le terrain, et notamment comprendre comment, par exemple, le soulèvement Femmes, Vie, Liberté, quels sont les mécanismes et les forces par lesquelles la société iranienne a réussi, par exemple, à mettre derrière elle l'obligation du voile, malgré le fait que le soulèvement Femmes, Vie, Liberté ait été réprimé. Bon, on ne va peut-être pas rentrer là-dedans, mais en fait, c'est en étant attentif à toutes ces puissances-là qui sont extrêmement organiques, qui peuvent s'encourager, se décourager, se mobiliser, s'illusionner, vivre de la rage et de la bile, tout comme vivre du plus délicat espoir. Ben, ces forces-là, en fait, elles ont une intelligence qui leur est propre et qu'on peut partager. Mais en arrivant à les entendre, et les entendre, ça, oui, en effet, je pense que c'est une pratique éminemment féministe. Et l'autre aspect de l'intelligence, c'est que elles parviennent également à contester, sinon à briser, les prismes qui séparent les luttes. C'est-à-dire, oui. C'est une machine à corroder les campismes, si je peux le dire. Mais non seulement les campismes, mais ça va bien au-delà. Tout à fait, cette question de la non-binarité et du non-alignement, se désaligner et se souvenir, comme des pratiques politiques en fait. Mais la question de la non-binarité, qui est comprise généralement autrement, mais on peut elle est à la fois dans le genre et dans le politique. Mais la question de la non-binarité, elle est, c'est plus large. Le dépassement des catégories, des découpements, se fait aussi à l'intérieur des luttes elles-mêmes, c'est-à-dire que les féministes kurdes ne se disent pas féministes. Les féministes, y a beaucoup de féministes sud-américaines qui ne se disent absolument pas féministes. Le féminisme est en lui-même une façon de découper les luttes, qui est née de formes de découpage en société, en démocratie libérale, qui fait que moi je vais m'intéresser aux questions de migration et au traitement des étrangers, toi tu vas t'intéresser à l'écologie, toi tu vas t'intéresser aux relations de genre, etc. Mais en fait c'est un découpage qui ne permet pas de voir comment est-ce que, évidemment, que toutes ces formes de lutte sont liées, et que le but, enfin l'horizon de l'activisme environnemental, l'horizon du féminisme, c'est justement qu'il n'y ait plus ni féminisme ni écologisme, mais une pensée, une autre pensée des rapports sociaux. Merci beaucoup.